Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Télésud. TLS+, votre magazine, c'est aujourd'hui la contrefaçon. Nous allons parler de contrefaçon. Et quand on dit contrefaçon, on pense tout de suite aux marques de luxe, à leurs sacs, à leurs lunettes et autres montres suisses. Pourquoi ? Parce que c'est le plus visible et le plus accessible. En 2 clics, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Légalement, la contrefaçon, c'est la reproduction ou l'imitation d'un objet par une entreprise clandestine ou connue qui s'approprie les marques des produits appartenant à une autre société, c'est-à-dire la violation du droit de propriété intellectuelle. Alors vous allez me dire, oui, mais moi quand j'ai acheté mon sac, on m'a pas dit que c'était un faux. Et moi, je vous crois. Mais bien oui, bien sûr, tous les jours, on achète des articles 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher que l'original, bien sûr, oui. En revanche, vis-à-vis de la justice, il y a peu de chances que ça passe. C'est un délit. Et je sais que du côté des consommateurs, on se dit, oui, mais c'est pas parce que j'ai acheté un sac Vuitton que je vais mettre LVMH en péril. Du côté de la loi, c'est de la fraude. Et je parle là de luxe, d'accessoires de luxe, mais tout est copié. Et des fois, c'est beaucoup moins innocent. Souvenez-vous, au tout début de la pandémie de Covid-19, faux tests, faux masques, pharmacie illicite en ligne, et j'en passe. Oui, vous allez me dire, c'est pas pareil. Ben si, légalement, c'est la même chose. Acheter un faux sac Chanel, c'est la même chose qu'acheter un faux vaccin contre la Covid. Vous êtes prêts à prendre le risque ? On en parle tout de suite. Régis Messali, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de l'Unifab. Exactement. Alors l'Unifab, c'est l'Union nationale... C'est l'Union des fabricants. L'Union des fabricants. Qui est l'association française de lutte anti-contrefaçon et qui anime le musée de la contrefaçon. Voilà, alors c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par le musée de la contrefaçon. Je suis allé visiter votre musée et la première question que je me suis posée, je me suis dit, mais comment on en vient à proposer un musée de la contrefaçon ? Alors, il faut remonter loin dans l'histoire. Ouais. En 1872, un consortium de pharmaciens a décidé de protéger les formules de leurs médicaments, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient copiés en Allemagne. C'était les Français. C'était les Français, ouais. Tout à fait. Et donc, ils se sont alliés en créant justement l'Union des fabricants pour pouvoir protéger beaucoup plus efficacement leurs produits. Très rapidement, ils se sont rendus compte que la contrefaçon s'étendait à tous les secteurs d'activité et donc a été ouvert l'Union des fabricants à tous les pans de l'industrie pour aujourd'hui avoir plus de 200 entreprises affiliées et nous avons créé donc, il y a maintenant près de 70 ans, le musée de la contrefaçon à des fins pédagogiques pour pouvoir sensibiliser les consommateurs. Alors là, vous me parlez de 1872, mais j'imagine que la contrefaçon, les faussaires, les copies n'ont pas débuté en 1872. Est-ce qu'on a une idée est-ce qu'on peut dater le premier article, ou je ne sais pas, la première denrée peut-être, contrefaite ? Alors le premier produit contrefaisant qu'on a pu retrouver et qu'on expose dans le musée, date de l'Antiquité. Ah oui. Voilà, ce sont des bouchons d'amphore. À l'époque, le vin était censé être acheminé vers les notables, et donc on mettait des bouchons d'amphore avec des sigles qui permettaient de pouvoir les identifier. D'accord. Les contrefacteurs, à l'époque, avaient déjà compris qu'on pouvait duper justement ces notables en mettant simplement de l'eau et en recopiant les symboles qui figurent sur l'amphore pour faire passer ça pour du vin. C'est ça, comme exactement. Des seaux, ouais. Exactement. Ah oui, donc tout ça a démarré à l'Antiquité, mais comment alors là, vous me parlez de vin et de seaux d'amphore. Comment on décèle une copie ? Alors, tout le monde va vous dire, oui, mais moi, une lunette Chanel avec la branche qui est un peu brinque-ballante ou une Rolex, je le vois tout de suite. Mais quand c'est, par exemple, des seaux, quand ce sont des seaux pour les enfants en l'occurrence, quand ce sont des médicaments, tout le monde n'est pas scientifique ou chimiste. Comment on fait pour déceler ? Quelles sont les premières choses qu'il faut voir ? Alors là, on vous parle de quelque chose, quand on parle de bouchons d'amphore, qui remonte à très loin dans le temps. Oui. Aujourd'hui, avec l'évolution, il faut déjà se poser une question qui est une question de bon sens. C'est savoir, est-ce que j'achète le produit au bon endroit. Ah, au bon endroit. Déjà dans un premier temps. Ensuite, vérifier le prix. Un produit qui est plébiscité par l'ensemble des consommateurs, c'est très rare qu'on ait des ristournes dessus, et des ristournes à moins 70%, c'est quasi impossible. Donc déjà, vous avez ce principe-là. Il y a certaines marques qui, elles-mêmes, regroupent l'ensemble de la liste des distributeurs agréés, donc on peut très bien se référer à ça également. Vérifier aussi les conditions d'utilisation. 80% des produits aujourd'hui proviennent de Chine.
des produits de contrefaçon. Ces produits-là, on appelle même alphabet. Oui, mais pas que, Régis, il y a plein d'autres articles légaux qui viennent de Chine aussi. Donc... Il y a beaucoup d'articles légaux qui viennent de Chine, mais ce que je vous explique, c'est simplement que dès lors qu'on n'a pas le même alphabet, au moment de la retranscription, on peut trouver des fautes d'orthographe dans les conditions notamment d'utilisation ou dans les conditions d'entretien du produit que vous allez acheter. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Donc bien vérifier les fautes d'orthographe, bien vérifier le prix, se poser la question de l'achat du bon produit au bon endroit, toujours, et particulièrement aussi faire attention à l'emballage et la qualité de l'emballage. Alors, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il existe une marque plus copiée que les autres ou un article qui a été le plus copié que les autres? Est-ce que vous savez, vous allez me dire, oui, les montres Rolex, le sac Kelly de chez Hermès, ou non, il y a quelque chose en particulier ou... Là, je fais une fixette un peu sur le luxe parce qu'en France, on parle beaucoup de ça, mais est-ce que ça peut être complètement autre chose? Ça se trouve, ce sont des phares de voiture, j'en sais rien. Alors, quand on parle d'un fléau, qui représente 3,3% du commerce mondial. Ah ouais, malheureusement. 3,3% du commerce mondial. Ah oui, quand même. Oui. Malheureusement, aucun secteur d'activité n'est épargné. Là, effectivement, dans dans l'intellect commun, on a plutôt tendance à penser aux produits de luxe. Ouais. Seulement, les produits de luxe représentent une faible partie de la contrefaçon aujourd'hui. On va trouver des pièces détachées automobiles, on va trouver des médicaments, on va trouver de l'alimentaire, on va trouver des produits d'hygiène, par exemple. Régis, tous copient. Tous copient et le prix aujourd'hui n'est plus un indicateur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus copier des produits chers, on va aussi copier des produits que les consommateurs ont l'habitude d'utiliser dans leur quotidien pour pouvoir les duper et générer du profit. Alors, nous avons la chance d'avoir en fil rouge tout le long de l'émission les éclaircissements d'un point de vue légal de Patricia Bismuth, qui est conseil en propriété intellectuelle, alors conseil en propriété industrielle spécialisé en droit des marques, modèles et droits d'auteur. Et je lui ai demandé que représentait économiquement la contrefaçon dans le monde et quels sont les secteurs les plus touchés. Je vous propose qu'on l'écoute. La contrefaçon est une réelle économie souterraine parallèle. Il s'agit d'une activité criminelle lucrative au même titre que le trafic d'armes ou le trafic de drogue. Les secteurs les plus touchés vont être l'électronique, la santé ou encore l'alimentaire et bien évidemment le luxe. Les pays les plus exposés vont être les États-Unis, mais dans une moindre mesure la France ou encore l'Italie. Pour avoir une vision un peu globale du marché, on peut considérer qu'à peu près 7% du marché de l'Union européenne est concerné par les contrefaçons, ce qui va représenter globalement 121 milliards d'euros. Une activité criminelle, 7% du marché de l'Union européenne, 121 milliards d'euros, c'est beaucoup quand même. Vous me disiez tout à l'heure 3,3 à l'échelle du monde. C'est un véritable fléau en fait. Ah, c'est un véritable fléau, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'acte d'achat d'une contrefaçon, ce n'est pas un acte anodin. C'est-à-dire que derrière la contrefaçon se cachent des mafias, des réseaux criminels qui détiennent justement la contrefaçon pour pouvoir générer du profit et financer leurs autres activités illicites. C'est d'ailleurs l'objet d'un rapport qu'on a remis au gouvernement et qui concerne les liens qu'entretient la contrefaçon avec les réseaux terroristes. Alors, vous êtes en train de me dire que toutes les personnes qui achètent de la contrefaçon, ils le font sciemment ? Non. Beaucoup il y en a beaucoup qui le savent. Beaucoup le savent, mais beaucoup l'ignorent aussi. On a publié une étude, il n'y a pas très très longtemps, qui fait état de 37% des consommateurs. On peut la trouver où, cette étude ? Elle est disponible sur le site internet de l'UNIFAM directement, et qui fait état justement de 4 consommateurs sur 10 qui ont acheté un produit de contrefaçon sur Internet en pensant acheter un produit authentique. Donc la peine est double. Parce qu'on paye le prix de l'authentique et on se retrouve avec une contrefaçon et on n'a aucun moyen de pouvoir se retourner. Qui ne vaut pas le prix qu'on l'a payé la plupart du temps. Mais là, vous me parlez d'Internet. Est-ce que Internet a accéléré les choses ? Je vous pose la question, j'imagine la réponse, mais ça a dû multiplier x10 les trafics, non ? Vous savez, quand on se retrouve en face d'un canal de distribution qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires, ça constitue une opportunité, c'est un Eldorado pour les contrefacteurs, qui tout de suite se sont insinués dans ces réseaux-là pour pouvoir vendre leurs produits et écouler leur stock, tout simplement à des consommateurs qui ne savent pas où ils achètent et à qui ils achètent. Vous savez, il n'y a pas un trafic qui est plus lucratif que celui de la contrefaçon. Pour 1 euro d'investi dans de la contrefaçon, ça peut rapporter jusqu'à 100 euros de profit. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le ratio est énorme. Bien évidemment, ça arrive en second plan après le marché de la drogue en termes pécuniers, mais en termes de rapport investissement-profit,
Il n'y a pas un trafic qui est plus lucratif. Là, on parlait des pays qui... Alors, est-ce qu'ils autorisent cette activité? On se dit, oui, mais la Chine, ils n'en ont rien à faire, ils laissent faire, parce que de toute façon, ce sont les usines, ils font des trucs légaux, et à côté, comme ils produisent pour tout le monde, de temps en temps, ils mettent une marque ici ou là, et les autorités laissent couler. C'est la vérité ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Ça, c'est une idée préconçue. Effectivement... C'est important de le dire, ça. La législation chinoise, par exemple, puisque vous me prenez l'exemple de la Chine, alors on sait que 80% des produits qui ont été saisis en France proviennent de Chine. Ça, on le sait, on en est certain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a une législation qui est calquée sur la législation européenne. Ah bon? Donc, le crime de commettre une contrefaçon ou de copier un produit est puni en Chine. D'ailleurs, on a beaucoup d'exemples qui le prouvent, notamment avec un travail effectif de la part soit de nos adhérents, soit des gouvernements entre eux, pour pouvoir stopper les unités de production avec des raids, etc., dans certaines provinces. Alors, j'ai posé aussi cette question à Patricia Bismuth. Je lui ai dit comment lutter contre ce fléau et contre les États qui l'autorisent. Donc, elle ne m'a pas répondu concernant les États, puisque personne n'autorise, mais elle nous a donné quelques pistes pour savoir comment on peut lutter contre ce fléau. Je vous propose d'écouter. On dispose de mesures pour pouvoir lutter contre la contrefaçon. On peut porter l'affaire devant le tribunal lorsqu'il s'agit d'une copie de médicaments, de jeux ou jouets qui présentent un vrai danger pour le consommateur. On aura tendance à porter l'affaire devant le tribunal au pénal, donc pour des affaires qui vont être dites criminelles. Et lorsqu'il s'agit de problèmes de copie, de vêtements, d'accessoires, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance à porter l'affaire au civil. Les sanctions vont être différentes. Dans les deux cas, il va y avoir des dommages d'intérêt qui seront accordés. Et au plan pénal, évidemment, des peines de prison peuvent être prononcées. Ça, c'est une mesure qui nous permet donc d'agir devant les tribunaux pour faire sanctionner la contrefaçon. On a aussi des mesures qui nous permettent d'intervenir auprès des offices lorsque des marques sont déposées, comme par exemple en Chine. Une marque française peut être déposée en Chine par un contrefacteur. Et ces dernières années, sur les peut-être 3 ou 4 dernières années, la Chine fait preuve d'une bonne volonté, en ce sens où elle fait aujourd'hui annuler des dépôts frauduleux qui vont être réalisés dans son pays. J'ai le cas par exemple pour Rich Gunprock ou Tara Charbon qui avaient été déposés par des sociétés chinoises qui n'avaient absolument aucune relation avec mes clients et qu'on a pu faire annuler là où il y avait quelque temps, il aurait été impossible d'obtenir un retrait de ces marques. En fait, elle confirme ce que vous êtes en train de dire. C'est surprenant quand même que la Chine joue le jeu. Pourquoi la Chine joue le jeu? Tout simplement parce que maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui sont copiées. C'est pas vrai? Bien sûr. Ah oui, mais oui. Mais dans leur marché intérieur ou à l'international? Ça fait partie des raisons. Notamment dans leur marché intérieur, ouais. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les Chinois copient les Chinois. Exactement. D'accord. Est-ce que les copies sont des indicateurs pour les marques? Est-ce que, par exemple, une marque voit qu'ils ont alors, on va prendre une marque de luxe, un modèle de sac ou un modèle de lunettes qui est ultra copié. Est-ce que ce sont des indicateurs dont ils se servent en se disant « Tiens, là, on a quelque chose qui marche bien ». Est-ce que ça rentre en compte dans leurs statistiques ? Pour leur notoriété, leur image ? Non, mais pour savoir s'ils doivent continuer sur un article, est-ce qu'il y a des indications ? Est-ce qu'ils s'en servent pour pouvoir paramétrer leur marketing, pour pouvoir leur communication ou pas du tout ? Alors ça dépend après de la politique interne de l'entreprise, mais vous savez, il y avait une célèbre citation qui disait la contrefaçon, c'est la rançon de la gloire. Oui, j'allais justement vous en parler. Alors, je me permets de vous couper 2 secondes parce que je voudrais juste vous lire. Je vais vous parler de Stuart Wiswell, qui est le co-directeur de la société Intangible Business, spécialisée dans la valeur des marques. Il a écrit un livre notamment où il dit « Contrefaçon n'est pas mauvaise pour les marques ». Alors, ce monsieur dit « Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les contrefaçons nuiraient au capital de la marque originale, ces contrefaçons lui seraient bénéfiques. Il n'y a pas de cannibalisation car les acheteurs de contrefaçons ne sont pas en mesure d'acheter les originaux. Et la contrefaçon, en augmentant le taux d'exposition des individus à la marque contrefaite, contribuerait ainsi à améliorer leur perception de cette dernière. » Ça me fait penser à la citation de Léon Zitrone qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, le plus important c'est qu'on parle de moi. Alors j'aimerais beaucoup rencontrer ce monsieur pour lui expliquer exactement quelles sont les incidences. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça ? Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, bien évidemment. Quand on parle d'un produit authentique, on parle de recherche, de développement, d'investissement.
de sécurité et de santé du consommateur. Ce sont les 4 facteurs les plus importants. Ce sont des investissements qui sont des investissements colossaux, qui sont censés normalement être garants d'une certaine qualité. Quand on va voir un produit de contrefaçon fabriqué à partir de matières premières bas de gamme et qu'on va le voir partout dans la rue, alors qu'on est censé normalement, c'est réservé à une certaine élite, si vous demain vous avez les moyens de pouvoir vous payer quelque chose et que vous le voyez partout, vous allez changer de crèmerie. Vous allez aller chez une autre marque parce que vous allez vous dire je l'ai vu partout, maintenant j'en ai marre. Donc ça dévalue l'image de la marque. Oui, mais alors je comprends ce que vous voulez dire, mais à côté de ça, si on prend le côté du consommateur, il y en a, on l'entend, les gens osent le dire maintenant. Non, mais moi c'est un faux. Alors que moi j'ai le même, mais c'est un vrai. Il y a aussi un petit jeu. Alors, on reste dans le côté luxe, toujours. On reste dans la contrefaçon de vêtements, d'accessoires de mode ou autre. On ne parle pas de médicaments ou autre. Enfin, je peux vous le faire aussi avec les médicaments. Si demain vous êtes habitué à prendre un traitement, je vous dis de la pharmacie au coin de la rue. Donc vous allez l'acheter, le produit est authentique et vous avez un étal de fortune posé par terre où vous avez exactement le même traitement, mais sauf qu'il ne fera pas d'effet. Si vous voyez que le traitement ne fait pas d'effet, vous allez changer tout simplement de traitement. Vous allez demander à changer de traitement. Mais ça m'amène à vous poser cette question. Vous faites une distinction entre les faussaires dans l'art, par exemple, et les faussaires dans l'alimentation ou le médicament. Parce que copier un Picasso, il faut avoir un minimum de talent quand même. Alors vous savez, dans l'art, c'est un peu plus problématique. Dans l'art, on parle effectivement de faussaires. On parle de faussaires à partir du moment où on appose la signature. En faisant passer ça pour un vrai. C'est-à-dire que si demain je fais les tournesols de Van Gogh, mais à l'identique, mais que je ne signe pas Van Gogh, je signe Laurent Leleu dessous, ce n'est pas une copie. Ça va être une reproduction. C'est subtil. La subtilité est là. Ah oui, d'accord. La subtilité est là. Le marché de l'art, c'est un marché qui est complètement différent. Vous avez de très grands faussaires qui se sont exercés à reproduire et à signer des œuvres qu'ils ont eux-mêmes réalisées en les faisant passer pour des œuvres authentiques et qui se sont fait arrêter. Je pense notamment à Guy Ribes, si vous regardez. Vous allez voir, l'histoire est juste incroyable, mais en même temps, ça reste un contrefacteur. Ça reste un contrefacteur parce qu'il dupe, il profite de la notoriété de quelque chose pour pouvoir lui-même s'enrichir. Mais enfin, on a vu des faussaires faire des expos aussi de leurs copies parce qu'ils ont atteint un tel niveau, ils ont tellement la capacité de pouvoir reproduire tous les styles. Il y en a 3-4. Ils sont pour la plupart payés leur dette à la société en faisant des peines de prison. D'accord. Donc le côté romantique de la chose, on la met de côté, il n'y a pas de romantisme. Il n'y a aucun romantisme dans la contrefaçon. Alors, un autre fléau qui accentue la contrefaçon, ce sont les nouvelles technologies. Et on pense aux imprimantes 3D, on pense aux copies couleurs, à la puissance des ordinateurs. J'imagine que ça aussi, ça a propulsé l'univers, enfin le domaine des copieurs dans une autre dimension. Et c'est aussi une des questions que j'ai posées à Patricia Bismuth et elle va nous répondre. Bien naturellement, je ne vais pas vous dire le contraire, la technologie facilite la contrefaçon parce que la reproduction peut être plus massive, je pense notamment aux imprimantes 3D. À côté de ça, la technologie est aussi un outil pour les marques de lutte contre la contrefaçon. À titre d'exemple, LVMH, qui a une politique zéro tolérance au niveau de la contrefaçon, va s'entourer de startups qui vont développer des applications de reconnaissance de copie. Ça a été coupé un peu net, mais elle disait de copie. Donc on améliore la copie, mais aussi les moyens de défense, et on crée des emplois. C'est magnifique, la contrefaçon. Alors là, oui. Oui, si pris sous cet angle-là... Si on veut voir le côté, le verre à moitié plein. Si on veut boire le verre à moitié plein, bien évidemment, sauf si on considère que la contrefaçon fait perdre, ne serait-ce qu'à l'État français, 6,7 milliards oui, c'est ça, de ventes. Qui est la plus grosse victime? C'est le client, la marque ou l'État? Alors, vous avez des dommages économiques qui sont des dommages colossaux. 6,7 milliards de pertes de ventes directes sur un État, c'est énorme. 15 milliards de recettes publiques en Europe. Parce que là, c'est important ce que vous êtes en train de me dire. La France perd 6,5 milliards à peu près de taxes liées, enfin de rentrées de trésorerie taxes liées par rapport à la contrefaçon. Qui perdent parce que ce sont des produits contrefaits. Et j'irai même plus loin, c'est 38 000 emplois qui sont supprimés chaque année. D'accord. À cause de la contrefaçon. Ah oui, quand même, oui. Voilà.
Alors, il y a des pays où la contrefaçon n'est pas une religion, mais est légion et est rentrée dans le domaine public presque. Tout le monde vit avec de la contrefaçon. Je pense notamment à certaines régions d'Afrique où malheureusement il n'y a pas une boutique Chanel à tous les coins de rue, tant bien si certaines dames auraient envie d'aller s'acheter des accessoires de mode, des sacs ou même des vestiaux, peu importe. Et donc, le trafic existe. On est allé demander à notre correspondant, Théophile Kadnouba, notre correspondant au Tchad, d'aller faire un tour un petit peu dans un marché pour demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et on va écouter son reportage. Voir un client s'en prendre de manière violente à un commerçant à cause de la qualité d'une marchandise est un fait courant en N'Djamena et bien d'autres villes du Tchad. Car dans ce pays, on ne peut pas sillonner un marché ou un autre lieu de commerce sans remarquer ce qui émane directement de la maison ayant l'exclusivité du droit d'exploiter la production et ce qui émane de l'imitation frauduleuse. En d'autres termes, l'original de la marchandise et sa pacotille. Ce qui fait que depuis quelque temps, le secteur économique est infecté dangereusement par ces produits de la contrefaçon, qu'ils soient en métal, en cuivre, en tissu, pour ne citer que cela. Ces marchandises falsifiées de qualité inférieure à l'original, vendues au prix défiant toute concurrence, semblent attirer plus de clients que celles qui sont fabriquées légalement. Pourquoi cette préférence? Je suis pour la contrefaçon. J'ai choisi le contrefaçon parce que je n'ai pas assez de moyens pour choisir l'original. Parce que l'original, il te faut un 40 000, 50 000 ou 30 000. La contrefaçon, ce n'est pas un problème du tout, vu que tous les Tchadiens n'ont pas les mêmes moyens. Donc je suis pour la contrefaçon. Même si je ne les achète pas, je suis pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes accessoires que moi. Si certains consommateurs sont pour les objets contrefaits, d'autres voient de mauvais œil cette manière illicite de produire un objet de commerce à l'insu de son fabricant officiel. Je suis contre la contrefaçon. Parce que la contrefaçon tue la valeur du livre. La contrefaçon réduit les auteurs. Quand un auteur écrit un livre et que la contrefaçon sort, ça suit son livre. Et la maison d'édition n'en profite pas. Donc je suis contre la contrefaçon. La contrefaçon, en vérité, n'aide pas toute œuvre artistique quand même. Je suis contre parce que ça ne va pas durer avec nos frères parce qu'eux-mêmes ils ne veulent pas donner de l'argent pour prendre l'original parce qu'ils sont en manque d'argent. Donc on est obligé de les vendre ce qui peut les arranger à l'instant. Il est vrai que quand on est limité par les moyens, on n'a pas le choix. Cependant, cette pratique peut sans doute entraîner la chute des grandes sociétés qui contribuent non seulement à remplir la caisse de l'État à travers les impôts, mais aussi à lutter contre le chômage et la pauvreté à travers l'emploi massif. Vous avez retenu quelque chose d'intéressant ? Alors je souhaite à la demoiselle qui indique que la contrefaçon n'est pas un problème d'avoir une idée et de se la faire piquer. Tout simplement pour qu'elle voie ce que c'est et qu'elle puisse prendre la mesure de l'implication qu'elle va très certainement avoir dans son projet et que quelqu'un va lui piquer sans aucune vergogne finalement. J'entends très bien ce que vous dites, de notre point de vue de Parisien. Mais bien sûr. Comment on explique à ces gens-là qui ont absolument le droit d'avoir les mêmes envies que les autres? Ben non, vous ne pouvez pas parce que c'est hors de prix par rapport au niveau de vie de votre pays et 2, c'est inaccessible parce qu'il n'y a pas de point de vente pour pouvoir acheter. Il n'y a pas de boutique Dior à N'Djamena, il n'y a pas de boutique Chanel, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de... Comment on peut comprendre qu'ils en aient envie? Alors j'entends bien, néanmoins, si vous regardez du côté du Togo notamment, il y a des mesures et des campagnes de sensibilisation qui sont menées directement par le gouvernement pour sensibiliser les citoyens et les habitants aux enjeux, aux effets et conséquences que la contrefaçon peut avoir sur leurs habitudes de consommation et sur leur quotidien. Et ce sont des mesures et des campagnes d'information qui sont extrêmement bénéfiques parce que justement, je pense que le manque de sensibilisation des pays d'Afrique
provoquent justement ce type de répercussions-là. En France, on mène des campagnes, et dans plusieurs pays en Europe, on mène des campagnes informatives chaque année qui nous permettent de pouvoir sensibiliser plusieurs millions de personnes à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, etc., mais aussi physiquement, en allant directement à la rencontre des consommateurs pour leur expliquer. Vous êtes en train de me dire qu'on ne prend pas ça assez au sérieux, la contrefaçon, et les gens ne sont pas assez éduqués ? Il faut plus les éduquer. Je ne dis pas qu'on ne les prend plus pas les ça au éduquer sérieux. sur les effets néfastes. Exactement. On ne les voit pas assez, c'est ça ? Exactement. Parce que là, tout à l'heure, quand vous me dites 3,5 milliards et 3 milliards et demi, c'est ça, et 3,3% et 38 000 emplois, ce sont des chiffres. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on n'entend pas assez, où on dit oui, mais bon, on ne se sent pas concerné, on a plutôt envie d'acquérir l'objet et puis basta, quoi. C'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la contrefaçon. On ne sait pas comment sont fabriqués ces produits, on ne sait pas comment ils sont arrivés sur le marché. Donc, que ce soit pour l'alimentaire, la chaîne du froid a très certainement été parce rompue. que là, on parle d'articles inoffensifs, mais après, il peut y avoir des conséquences graves. Mais il peut y avoir des conséquences graves. Même une paire de chaussures avec une colle qui peut être toxique, mais qui peut aussi provoquer une tendinite, voire même se fouler la cheville. Une teinture d'un vêtement trop chargé en plomb qui peut intoxiquer la personne qui le porte. Je peux vous en citer des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Vous avez des pièces détachées automobiles aussi. Vous vous rendez compte de la gravité. C'est-à-dire que au musée de la contrefaçon notamment, j'ai des capots de voitures. Le capot de voiture est étudié en cas de choc pour se plier. Ouais. La contrefaçon ne se plie pas. Donc c'est-à-dire que si on se prend un mur, le capot remonte. Vous vous rendez compte un peu de la gravité de la situation. Pareil, j'ai alors un peu moins dans l'esprit des gens, mais j'ai par exemple des tronçonneuses au musée. Ouais, je vois la chaîne qui part. Vous vous rendez compte de la gravité, si jamais. Alors, malheureusement, je le dis à chaque fois, mais quand c'est intéressant, ça va trop vite. Donc, 2 dernières questions. La première, c'est l'avenir de la contrefaçon est plutôt ombrageux ou malheureusement ça va continuer et les nouvelles technologies vont permettre encore plus de pouvoir contrefaire et copier, ou est-ce que les sociétés s'arment de mieux en mieux ? Comment vous voyez l'avenir ? Alors les sociétés sont de mieux en mieux armées quand elles le peuvent. Donc là on parle de grosses structures, mais vous avez aussi les petites qui n'ont pas... Ça coûte hyper cher de lutter contre... Comment ils font une petite société pour lutter contre... Déjà, une entreprise sur 2 est victime de contrefaçon aujourd'hui. Ça représente des sommes astronomiques. Ça peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise qui est concentrée sur la lutte anti-contrefaçon. Donc vous avez de grosses machines qui sont susceptibles de pouvoir s'organiser en interne, mais vous avez aussi des PME qui, elles, n'ont pas de moyens, ne peuvent pas s'organiser directement en interne et parfois même mettre la clé sous la porte parce qu'on se retrouve avec beaucoup plus de contrefaçon que de produits authentiques. Et donc, le chiffre d'affaires s'en ressent et on ne peut pas continuer. Oui, et puis ça peut être fatal, comme vous étiez en train de dire, c'est la clé sous la porte. Et ma dernière question, le vaccin contre le Covid, contrefait, vous l'achetez ? Non. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la contrefaçon, c'est quand même un fléau, c'est un crime. Exactement. Et ça peut avoir aussi des conséquences très très graves sur la santé, sur l'intégrité physique, si ce n'est sans oublier le côté économique et collatéral. Et environnemental aussi. Et environnemental. Régis Messia, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de TLS+. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.